Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Jérémy Mercier. J'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour cette 27e émission de Science en conscience pour Rien Info Covid. Mon invité dans quelques instants sera Our Miret, docteur en mathématiques, qui va nous parler de science et de pseudosciences. Et tout d'abord, générique. Bonsoir à tous et à toutes qui arrivez. Là, nous sommes en direct ce mardi 9 août 2022 pour cette 27e émission Science en conscience. Donc, j'ai grand plaisir d'accueillir Our Miret. Salut Urmi. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, merci. Alors, on s'est vu il n'y a pas très longtemps en région parisienne. On a même fait une petite vidéo ensemble. Nous sommes allés voir la tombe d'Antoine Béchamp au cimetière du Montparnasse. J'ai envoyé une newsletter à ma liste juste hier pour en parler. Et je parle de ça parce qu'on va parler d'un sujet qui est absolument fondamental en 2022. C'est celui de la science et de la pseudoscience. Et on va voir ensemble ce que ça veut dire la pseudoscience et ce que ça veut dire la science, puisque quand on regarde les choses avec un œil critique, un œil même très critique, qui est indispensable aujourd'hui, on se rend compte que la science, ce qui était la science, a été dévoyé et en grande partie, c'est devenu une espèce de pseudo-science. Urmi, je te laisse te présenter rapidement pour que tu rappelles aux personnes qui nous regardent ce soir qui tu es, quel est ton parcours rapidement, et après on va pouvoir commencer dans cette émission. Oui, j'étais mathématicienne et puis dans divers endroits du monde. Et puis j'ai démissionné il y a quelques années pour me consacrer à mon écriture. Et puis voilà. L'émission d'aujourd'hui sera basée sur mon dernier livre sur la science. Ok, très bien. Merci pour ça. Donc, ton dernier livre, tu peux rappeler le titre, c'est On Science. On Science, Concepts, Cultures and Limits. Voilà, bon, très bien. Donc, le livre a été écrit en anglais. Il me semble qu'il y a une traduction en français qui est prévue pour prochainement. Je sais pas, j'aimerais bien. Il y a un doute. Oui. D'accord, ok. Oui, j'aimerais bien. Ok. Et donc toi, tu t'es intéressé au fait que cette science, enfin, ce qui était à une époque la science, a été détourné pour devenir, dans certains cas, dans pas mal de disciplines, une pseudoscience. Pardon. Peut-être avant de commencer, on va annoncer quelque chose. Oui, bien sûr, je te laisse annoncer ça, oui. Oui, parce que je voulais dire que le 9 août, le 8 et le 9 août, c'est l'anniversaire, les 80 ans du mouvement Quit India qui a été lancé par le Mahatma Gandhi. Et donc, c'est la date où toute la population indienne s'est soulevée et a prêté serment, en anglais, do or die, c'est-à-dire faire ou mourir. Ok. Donc, ce mouvement a été lancé il y a pile 80 ans et l'objectif était donc de faire un grand mouvement pour lancer le processus d'indépendance de l'Inde par rapport à l'Empire britannique qui, à l'époque, était le colonisateur. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et ok. Bon, donc, alors, je rappelle aussi, ça peut faire un peu écho à ça. C'est le mouvement de boycott qui a été lancé notamment par Jean-Dominique Michel des 15, 16 et 17 août, si je ne me trompe pas, donc lundi, mardi, mercredi prochain. Et donc ça, voilà, je sais pas si on va aller jusqu'à un mouvement d'indépendance de ce gros bazar qu'on vit actuellement, hein, c'est-à-dire
espèces d'élites, disons, qui contrôlent les populations avec cette logique totalitaire qu'on observe depuis au moins 2 ans de façon très visible, avant de façon un peu moins visible. Mais en tout cas, c'est bien de lancer des choses comme ça et après on verra ce qui va se passer. Ok. Très bien. Donc, merci pour ce rappel sur le mouvement Quit India lancé par Gandhi, le Mahatma Gandhi, donc il y a pile 80 ans. Donc là, on recommence à parler de la science. Absolument, c'est ça, c'est reparti. Maintenant, parlons de science. Donc, le fait est que, bon, d'après les diverses conversations que j'ai eues de tous les bords, en fait, de l'autre bord et avec les gens de notre bord, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est, ou plutôt sur ce que n'est pas la science. Donc, il faudrait donc commencer, on va le faire, par une discussion de ce qu'est la science. Donc, en fait, quel est le but? C'est de comprendre la réalité dans laquelle on vit, parce que c'est essentiel pour notre survie, si on n'arrive pas à comprendre cette réalité-là, au moins à minima. Donc, dès ses débuts, partout dans le monde, notre espèce a tenté de s'en faire une idée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, plus ou moins, comprendre la réalité? C'est d'essayer de la décrire, de l'expliquer et de prédire. Donc, les différentes écoles, c'est à différents degrés qu'ils ont fait ça, mais bon, c'est plus ou moins ça. Et donc, une description tend à répondre à la question « comment ?» et ça peut prendre la forme d'une formulation mathématique aujourd'hui, mais c'est loin d'être nécessaire. Une description peut être non mathématique complètement. Et une explication tend à répondre bien plus modestement à la question beaucoup plus difficile du pourquoi. Et ces 3 aspects, décrire, expliquer, prédire, sont étroitement liés. Ça veut dire que bien sûr, la qualité des prédictions va dépendre de la qualité des descriptions et des explications. Et inversement, plus une description sera de qualité, plus elle mènera à des explications et des prédictions de qualité. Et en fait, la différence entre une approche scientifique et une approche religieuse réside essentiellement dans la nature des explications. Et donc, très probablement, ce qui a dû se passer pour nos ancêtres préhistoriques, c'est qu'ils ont dû se rendre compte que, par exemple, attribuer la sécheresse ou la pluie à la colère ou au bon vouloir d'un dieu ne permettait pas trop de prévoir. Donc, il y a bien longtemps qu'une approche du monde qu'on perçoit à travers nos sens et notre esprit s'est distinguée. Donc, il n'y a pas d'autre moyen pour nous de percevoir ce monde-là. Donc. Et il fallait aussi donc, que la connaissance obtenue soit communicable à d'autres pour qu'ils puissent eux aussi vérifier, notamment pour pouvoir prédire aussi systématiquement que possible. Et donc ça, c'est une différence fondamentale avec une approche religieuse. Et je peux concevoir que certains sont convaincus de la force de la prière, mais la connaissance spirituelle, même si elle est basée sur des expériences, ces expériences restent personnelles et non communicables. C'est une différence fondamentale avec la connaissance scientifique. Donc, l'approche qui s'est peu à peu développée en ce qu'on appelle aujourd'hui la science, le terme date du 19e siècle en fait, et avant il y avait des sciences, mais il n'y avait pas la science qui englobe toutes les sciences, est basée sur 2 outils. Donc, l'observation et le raisonnement. Et ces 2 points sont communs à toutes les écoles, toutes les écoles qui auront suivi cette approche depuis l'aube des temps, donc observation et raisonnement. Et donc le problème de base depuis le début, comment les philosophes et les scientifiques se sont rendus compte, c'est la question de la fiabilité. À quel point notre
interprétation correspond-elle à la réalité physique qui nous est donnée? Donc, l'observation doit être reproductible, c'est-à-dire que si elle reste limitée, elle ne peut pas être fiable. Par exemple, si vous voyez constamment des signes noirs, ça ne veut pas dire que tous les signes sont noirs. Donc, elle doit être reproductible autant de fois que l'on veut. Et en particulier, c'est nécessaire pour qu'elle soit vérifiable. Et donc, ça limite le domaine d'investigation scientifique aux caractéristiques descriptibles. Et par cela, je veux dire qu'on doit pouvoir comparer, c'est-à-dire des concepts absolus tels que la chaleur ou la hauteur font certainement partie de notre expérience commune dans notre vie, mais ils n'ont pas leur place en science, car il n'y a aucun moyen de savoir comment deux individus les perçoivent. Et ça peut être différent, on ne sait pas. On peut pas. Quand je vous parle de chaleur, pour vous, il peut faire chaud. Pour un autre, il peut dire non, moi j'ai froid. Donc, ce qui peut être communiqué, c'est qu'un objet est plus chaud ou plus froid, plus grand ou plus petit qu'un autre, et ainsi de suite. En d'autres termes, seuls les attributs qui peuvent être comparés à une référence externe peuvent faire l'objet d'un examen scientifique. Donc, les concepts absolus tels que Dieu sont hors limite car ils ne peuvent pas être décrits par la comparaison. Et c'était en fait bien là le problème avec la physique newtonienne, parce qu'elle est fondée sur une notion du temps et de l'espace qui est absolue. Et d'ailleurs, Newton en était conscient et il en parle dans, je crois, c'est Principia, il en parle déjà. Là, il y a une discussion du bien fondé de sa définition du temps et de l'espace. Mais c'est surtout Mach, donc le grand physicien allemand de fin 19e, tournant du 20e siècle, qui a le premier vraiment compris la signification de cette erreur. Et c'est notamment basé sur les travaux de Mach que Einstein en est venu à sa théorie de la relativité. Donc, en plus de la reproductibilité de l'observation, il y a aussi le fait que il faut qu'on puisse observer un phénomène en laboratoire, mais aussi dans son milieu naturel. Parce que, en fait, il ne suffit pas de connaître simplement les propriétés intrinsèques d'un phénomène, il faut aussi se faire une idée de ses interactions avec l'environnement. Donc, c'est très important de aussi étudier un phénomène dans son environnement naturel et non seulement à un moment donné, mais dans le temps et dans l'espace, car certains effets et leur portée peuvent ne pas être immédiatement perceptibles. Donc ça nous amène au raisonnement, parce que donc si on reste en fait lié à notre expérience immédiate qui est très limitée, il faudrait sans cesse collecter des faits et on ne pourrait rien prédire. Donc, la science vise à obtenir des descriptions et des explications unifiées de phénomènes qui sont par ailleurs disparates. Et le raisonnement est ce qui nous permet de ne pas rester liés à ce processus d'essais et d'erreurs constants. Et le raisonnement aussi doit être communicable. Donc, c'est basé sur des méthodes consensuelles qui ont varié au cours du temps ou même d'école à école. Dans l'Inde ancienne, il y avait plusieurs écoles de philosophie naturelle et chacune avait sa propre opinion sur ce que devait être le raisonnement. Et bien sûr, le raisonnement doit être logique, mais même la logique qu'on appelle aristotélienne et qui est la logique que nous utilisons aujourd'hui est très différente de la logique utilisée dans l'Inde ancienne, qui est une logique totalement différente, une logique très empirique.
En fait, l'Inde est un pays, l'approche indienne est très, très réaliste, beaucoup plus que l'approche occidentale qui est beaucoup plus idéaliste, contrairement aux idées reçues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire trouver des explications qui unifieraient donc divers phénomènes? Ça nous force qu'est-ce que ça fait? Ça nous force à fonder nos théories sur des concepts. Par exemple, force, atome, gènes, etc. Ce sont des concepts. Même les atomes et les gènes, ils n'ont jamais été observés. Donc, nous n'avons aucun moyen de déterminer s'il s'agit de caractéristiques de notre réalité ou s'il s'agit de construction de l'esprit humain pour rendre compte d'expériences qui sont communes à nous tous. Scientifiquement, ils sont indéfinissables, sauf en utilisant d'autres concepts. Et cependant, et ça c'est vraiment fondamental, la pertinence des concepts doit être confirmée par des effets qu'on peut percevoir et décrire. Et donc, dès que ces concepts ne sont plus appropriés, c'est-à-dire si l'observation et le raisonnement l'exigent, on doit changer nos concepts. Ça veut dire donc que donc tu dis une force, un atome ou un gène, c'est un concept dans la mesure où on ne peut pas l'observer, mais Ouais. tant que toutes les théories basées sur ces concepts fonctionnent, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai jusqu'à ce que ce soit faux, en gros. C'est-à-dire vrai. Il n'y a pas de vrai ou de faux, c'est satisfaisant, disons. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de vrai ou de faux en science. Vrai, si, il y en a. Je veux dire, on peut dire ce qui est faux, mais on ne peut pas dire ce qui est vrai. Voilà, oui. Donc, en résumé, donc, la définition que j'ai trouvée de la science, c'est la science et l'étude raisonnée basée sur l'observation reproductible et suffisamment reproduite de propriétés descriptibles par comparaison du monde perceptible et des effets perceptibles attribués au concept ainsi déduit, et une étude qui englobe les interactions avec l'environnement naturel. Donc c'est un peu long, mais il faut vraiment que toutes les caractéristiques soient dans la définition, les caractéristiques de base. Donc, en fait, on a tous un esprit scientifique. Et la différence entre une approche scientifique et une approche usuelle est simplement une différence de degré et pas du tout une différence de nature. Ce que fait l'approche scientifique, c'est qu'elle apporte une précision et une systématisation là où elle faisait défaut. On va prendre un exemple tout simple. On a tous une idée de la différence entre les fruits et les légumes. Et c'est en général basé sur de vagues raisons culturelles et des comparaisons. Par exemple, on mange les fruits au dessert et les légumes, on les mange avant. Mais c'est très vague, une définition pareille, mais bon, c'est suffisant. Mais la définition scientifique d'un fruit est celle d'un organe qui contient des graines, qui les protège lors de leur développement et aide à leur dispersion. Par conséquent, d'après cette définition scientifique, les tomates et les concombres sont des fruits, contrairement à l'idée reçue selon laquelle ce sont des légumes. En d'autres termes, la science précise les similitudes et les différences entre des objets comparables en poussant l'observation au-delà du superficiel. Et ainsi, la science réduit les ambiguïtés. Et il est vraiment, je veux dire, l'importance de l'observation et du raisonnement, c'est essentiel qu'on insiste là-dessus, c'est-à-dire nos conclusions ne peuvent être que des déductions fantaisistes ou inexpliquées. Elles ne peuvent être considérées comme scientifiques tant qu'elles ne sont pas étayées par des arguments raisonnés. Donc, c'est très important, le raisonnement.
Mais quelle sorte de raisonnement? En fait, c'est un consensus temporaire et à un autre moment de l'histoire ou même par d'autres écoles, ça pourrait être un autre type de raisonnement. Et l'obtention de résultats satisfaisants, sinon, pourrait être une pure coïncidence. Et à l'inverse, un raisonnement qui ne repose pas sur des bases empiriques solides n'est pas une science. Donc, c'est une des raisons pourquoi, par exemple, les mathématiques ne sont pas une science. Et donc, très brièvement, la science a émergé de la faculté humaine de donner un sens à une réalité autrement chaotique en lui attribuant des modèles. Et les mathématiques sont nées de l'étude de ces modèles qu'on peut quantifier, que l'esprit humain voit de manière quantifiable. Donc, sans entrer dans des discussions, je dirais que les mathématiques sont l'étude logique des relations entre des concepts abstraits basés sur la notion de nombre. Donc, les mathématiques, quand je veux insister, n'ont pas besoin du tout de base empirique. C'est un langage abstrait logique. D'accord. C'est juste, donc ça veut dire que les maths, c'est juste, entre guillemets, un langage et un outil. Voilà. Ok. C'est pas une science. Non, parce que la science, la base empirique, l'observation est très importante. Donc, déjà, cette discussion nous montre qu'il y a des faiblesses vraiment intrinsèques à la science. Et donc, quelles sont ces... On va en discuter de quelques-unes de ces faiblesses. C'est-à-dire, tout d'abord, la simplification et l'approximation. C'est que même l'approche la plus holistique possible est une simplification, parce que l'esprit humain est incapable d'englober la totalité d'une nature complexe, insondable. Et donc, toutes nos déductions, toutes nos observations, toutes nos mesures ne sont qu'une approximation de la réalité. Et donc, en particulier, si on mathématise une théorie scientifique, il faut le faire avec une grande prudence, parce que le problème de simplification et d'approximation sont exacerbés dans les théories mathématiques, dans le modèle mathématique. Donc, pourquoi? Parce que tout d'abord, une hypothèse doit être exprimée dans un langage courant. Et après, il faut le traduire en symbolisme mathématique. Et cette traduction s'accompagne d'une grande perte d'information. Donc, elle élimine d'emblée tout ce qui n'est pas quantifiable. Donc, plus on s'éloigne du monde humain, moins une description mathématique est appropriée. Du monde inanimé, plus on s'éloigne du monde inanimé, moins elle est appropriée. Et même parmi les caractéristiques quantitatives, on doit faire un choix. Parce que les mathématiques, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne peuvent traiter qu'un nombre très limité de paramètres et seulement une version très simplifiée de leurs relations. Donc, un modèle mathématique ne reflète qu'imparfaitement la réalité. Par ailleurs, la partie mathématique peut, comme en physique quantique, avoir plus d'une seule interprétation scientifique. Il peut y en avoir plusieurs. Donc la retranscription n'est pas du tout... il n'y a pas d'équivalence. Donc, en conclusion, la parfaite exactitude inhérente au formalisme mathématique nous permet un plus grand contrôle sur certaines caractéristiques quantifiables, mais précisément à cause de cette exactitude, elle est très éloignée de la réalité. Et pour citer Einstein, dans la mesure où les propositions des mathématiques se réfèrent à la réalité, elles sont incertaines, et dans la mesure où elles sont certaines, elles ne se réfèrent pas à la réalité. Ça vient de nous montrer ça que un scientifique, dans le processus scientifique, dans cette simplification entre guillemets du monde,
On doit garder en permanence une très grande part de doute parce qu'on Mmh. sait qu'on perd beaucoup d'informations quand on fait un modèle. Ouais, ouais, absolument. Absolument, ouais. On va parler un peu du doute après et oui, Mmh oui, ça fait partie de la nature de la science, oui. mh. Et donc, il n'est pas surprenant, à cause de cette approximation, que la prévisibilité s'ensuit, même dans la théorie déterministe la plus simple. Parce que de minuscules erreurs peuvent se propager et croître. Et puisque nos mesures sont approximatives, au bout d'un certain temps, tous nos modèles deviennent en fait plus du tout prévisibles. On ne sait même plus ce qui se passe. Et on peut toujours essayer d'agrandir la période, de diminuer l'approximation et d'augmenter la période de prédiction, mais il y en aura, elle sera toujours limitée. Et c'est aussi vrai pour les calculs effectués par ordinateur, parce que la manière codée dont un ordinateur aborde les calculs internes implique une erreur d'arrondi. L'erreur survient également lorsque le résultat en langage codé est retraduit sous la forme imprimée sur l'écran. Et donc, en fait, l'informatisation ajoute de nouvelles problématiques à l'acte d'observation. Bon, on sait depuis très très longtemps, nos premières écoles scientifiques, que l'observation résultant d'une collaboration complexe entre nos sens et notre esprit est loin d'être neutre et peut être trompeuse. Mais depuis, les instruments d'observation ont introduit toute une série de nouvelles complications en dépit des possibilités insoupçonnées qu'elles ont ouvertes. Donc, par exemple, les ordinateurs sont constitués de processus algorithmiques représentés par des 0 et des 1. Et donc, il y a une limitation très sévère due à cela, et ce qui fait que tous les modèles faits par ordinateur sont très simplifiés. Ils ne peuvent aller au-delà des prémices, et donc, en fait, ils ne peuvent, ce qu'on dit, inférer ou déduire. Donc, on peut se demander, dans ces cas-là, si ce que font nos instruments, en fait, c'est détecter ce qui correspond déjà à nos idées préconçues, puisque l'instrument est fabriqué par nous. Et le problème s'aggrave à mesure que le processus d'observation est de plus en plus automatisé, éliminant ainsi l'observateur humain. Et c'est encore pire lorsque l'observation est supprimée et que les conclusions sont basées sur des simulations et non des expériences réelles, comme c'est de plus en plus le cas. Et ces problèmes soulèvent bien des questions, en particulier en ce qui concerne notre connaissance du monde microscopique, parce que cette connaissance dépend entièrement de nos instruments. Nous n'avons, pour ainsi dire, aucune représentation non filtrée pour comparer l'image qu'il nous donne. En plus, pour l'observer, il faut le plus souvent d'abord préparer les échantillons. Il y a donc adultération. Et par ailleurs, ces échantillons sont retirés de leur environnement naturel. Et donc, il faut faire très, très attention. Et tout ça remet en question le processus de généralisation, c'est-à-dire de déduction de principes à partir de données limitées, car nos données peuvent être multiples, mais elles restent limitées. Le problème de généralisation est encore plus sérieux, car l'observation peut être reproduite, mais ne sera jamais similaire. Donc, dans quelle mesure les résultats doivent-ils être similaires pour accepter comme justification d'une conclusion donnée? Donc, parce qu'on peut pas, la même chose n'arrive jamais exactement de la même façon. Même le même expérimentateur qui refait l'expérience juste après ne trouvera pas exactement les mêmes résultats. Donc, et il y a un autre problème qu'on oublie souvent, c'est qu'il ne peut y avoir de science sans hypothèse. Et donc, la science
en fait, elle est fondée sur des hypothèses et souvent on les oublie car elles sont devenues trop familières ou elles restent cachées. Et celles-ci peuvent fortement influencer les théories que nous élaborons. Par exemple, les prédictions mathématiques impliquent ce qu'on appelle l'intégration, pour ceux qui connaissent un peu le calcul différentiel. Derrière ce concept se cache l'hypothèse de l'uniformité. C'est-à-dire que les processus sont restés les mêmes à travers le temps et qu'elles sont les mêmes à travers l'histoire, l'espace, pardon. Donc, que le processus est resté le même à travers le temps et l'espace, c'est une hypothèse. Et elle est à la base de nos généralisations. Et en fait, par exemple, le Bouddha avait présumé l'uniformité très limitée. Donc, la science qui avait été développée par les bouddhistes est très différente. Et c'est Démocrite qui a introduit sa version la plus extrême comme principe scientifique de base. Et en fait, il faut savoir que Galilée était très, très, très prudent de ce principe d'uniformité, de généralisation. Pour lui, comme il disait, il ne sait comment savoir s'il n'y a pas d'autre cause du même événement dans une autre partie du monde et bien entendu dans une autre partie de l'espace. Mais ce principe d'uniformité a été réaffirmé d'abord par les physiciens au XVIIe siècle, puis par les géologues, pour qui les taux des processus géologiques sont restés les mêmes au fil du temps. Cependant, à cause de l'imprévisibilité, nous n'avons en fait aucune idée dans quelle mesure l'uniformité tient. Donc, il faut avoir beaucoup de prudence quand on fait des affirmations sur des phénomènes lointains. Et d'ailleurs, par exemple, l'uniformité dans le temps a été remise en question par des découvertes géologiques depuis les années 1960. C'est-à-dire, on sait maintenant qu'il y a eu des cataclysmes peut-être uniques qui ont peut-être modifié de façon critique les conditions existantes dans l'histoire de notre planète. Et donc, en fait, procéder scientifiquement, c'est de reconnaître que ce que la science est, c'est une philosophie de la nature. Et même si elle se distingue des autres philosophies, en interrogeant la nature elle-même pour obtenir des réponses à ce qu'est la nature. Donc, il y a une différence avec les autres philosophies, mais c'est une philosophie de la nature. Et d'ailleurs, jusqu'au 19e siècle, on parlait de philosophie naturelle en anglais. Donc, procéder scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est espérer que nos pensées scientifiques sont en harmonie avec la nature, car sinon nous ne serions pas compatibles avec les conditions de vie données, mais c'est aussi reconnaître que la science est loin d'être objective, elle présuppose toujours l'existence de l'homme, et nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas de simples observateurs, mais aussi des acteurs sur la scène de la vie. Et donc, pour toutes ces raisons, bien qu'étant la forme de connaissance la moins fantaisiste, nous ne pouvons pas savoir si la science peut nous conduire à des vérités. Notre compréhension scientifique est constamment approfondie. Elle nous éloigne certes des contre-vérités, parce que la science ne peut pas sciemment nous dire des contre-vérités. À tout moment, elle doit se conformer à toutes les données connues. Et donc, certes, on améliore nos approximations, mais dans l'infinitude du monde, cela nous rapproche-t-il d'une quelconque vérité? On ne peut pas le savoir. Et c'est bien pour ça, comme tu disais, le doute est essentiel dans une approche scientifique. C'est-à-dire, il faut toujours remettre en question les idées reçues. Il faut questionner tout ce qu'on lit, il faut questionner nos maîtres.
Et cette importance du doute a été soulignée par les penseurs scientifiques de toutes les époques et de toutes les traditions. Et ça ne veut pas dire qu'on va rejeter les théories qui existent, mais on ne doit pas les accepter de manière passive. Donc, comme on le voit, rester sur la voie scientifique demande de la prudence. Et il est facile de s'en écarter. Et je voudrais bien préciser qu'il ne faut surtout pas confondre des erreurs sincères avec ce que je vais appeler le dogme, parce que c'est par l'erreur qu'on avance. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, la nature de la science a été très bien estimée depuis des millénaires. Et en particulier, ces discussions ont été reprises au tournant du XXe siècle et réadaptées au temps moderne. Et vraiment partout, surtout en Europe, en Russie, etc., il y a eu beaucoup de discussions sur qu'est la connaissance scientifique, correspond-elle à une quelconque réalité et comment faire pour qu'elle corresponde à minima. Donc, donc, parce que la nature de la science avait vraiment été bien étudiée, bien comprise, on ne peut pas attribuer sa transformation en dogme simplement au fait que faire de la science demande une grande prudence, etc. Donc, pour comprendre en fait la déformation de la science en dogme, il faut la placer dans son contexte économique. Donc, tout d'abord, la science nous avertit lorsque l'écart entre nos théories et la réalité devient trop important et nous indique l'ampleur de l'impact de nos actions sur notre environnement. Du moins, l'écart et l'impact détectables par les moyens existants. Donc, en particulier, la science nous indique quand cet impact génère des altérations des conditions naturelles qui peuvent nous être préjudiciables. Ainsi, un système économique ne peut plus être soutenu ou justifié par la science lorsque ce système induit des altérations significatives des conditions nécessaires à la vie humaine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Au XIXe siècle, on a transformé le capitalisme marchand en capitalisme financier. Et dans une perspective de maximisation du profit, c'est ce qu'est le capitalisme financier, on a besoin d'une croissance matérielle incessante et donc d'une production toujours plus efficace. Et par conséquent, la technologie doit s'appuyer sur des recherches avancées pour accroître l'efficacité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça génère des modifications incessantes et croissantes de notre environnement. Celui-ci devient de moins en moins adapté à la vie humaine. Et le fait qu'une chose, donc une technologie semble temporairement réalisable, ne garantit pas sa compatibilité avec le maintien des conditions nécessaires à la vie humaine à moyen et long terme, ni même à court terme, puisque les problèmes de santé et d'environnement ont rapidement suivi et n'ont cessé d'augmenter. Et puis, un stade a été atteint où, pour maintenir le cap, la recherche a perdu de plus en plus sa nature scientifique et en est venue à trahir la science elle-même. En d'autres termes, la science s'est transformée en pseudoscience, pour utiliser l'expression de Tolstoï. Donc, en fait, Tolstoï avait déjà cette thèse qu'il avait élaborée à la fin du 19e, début 20e siècle. Il s'agit d'un ensemble, donc qu'est-ce que la pseudoscience? Il s'agit d'un ensemble de principes qui se réclament de la science, mais qui n'en présentent pas les caractéristiques, en particulier qui ne reposent pas sur un raisonnement fondé sur l'observation reproduite et reproductible. Donc la pseudoscience est une croyance, c'est un credo.
Les recherches actuelles, malheureusement, peuvent être bien trop souvent qualifiées de pseudosciences. Et en fait, l'ampleur des dérives est difficile à mesurer car une condition de base, la transparence, sans laquelle il n'y a pas de science, est aujourd'hui communément ignorée. Donc, pourquoi elle est ignorée sous couvert de concurrence ou de secret d'État? Et d'ailleurs, selon Richard Horton, le rédacteur en chef du prestigieux Lancet, donc, pour le citer, une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, pourrait tout simplement être fausse, affligée par des études portant sur des échantillons de petites quantités, de peu d'échantillons, des effets minuscules, des analyses exploratoires invalides et des conflits d'intérêts flagrants, ainsi que par l'obsession de suivre des tendances à la mode d'importance douteuse. La science a pris un virage vers l'obscurité. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le rédacteur en chef du Lancet. Et il a dit ça en plus bien avant le Lancet Gate avec l'étude bidon sur l'hydroxychloroquine. Hein. C'était bien avant. Hein. C'était dans les années 2010, il me semble. Hein. Oui, c'est bien avant, exactement. Donc, cette qu'y a-t-il dans cette pseudo-science? Donc, tout d'abord, les conclusions sont infondées. Donc, je vais donner 2 exemples qui sont peut-être connus du public. Donc, sur le premier exemple, donc, sur la base d'hypothèses et d'une théorie purement mathématique, il avait été extrapolé à partir d'expériences menées avec des rayonnements électromagnétiques dans les bandes visibles ultraviolettes et des rayons X, c'est-à-dire avec des fréquences supérieures à la limite inférieure de l'infrarouge, que tous les rayonnements électromagnétiques sont quantifiés, c'est-à-dire constitués de photons. Et ce n'est qu'en 2015 qu'il a été vérifié expérimentalement que cette affirmation était erronée pour les rayonnements électromagnétiques inférieurs à l'infrarouge, et ce qui inclut tous les rayonnements dus à nos antennes. Et c'est une des raisons pour laquelle ces rayonnements sont préjudiciables à la santé humaine. Et donc ça aussi, ça a été montré par les biophysiciens. Donc, et le second exemple que je vais donner, c'est la thèse virale est aussi une hypothèse jusqu'à ce jour. Donc, contrairement au cas des rayons électromagnétiques venant des antennes, elle n'a pas été prouvée fausse, mais aucune particule n'a jamais été observée, d'abord dans l'air, puis entrant dans le corps et devenant la source d'une maladie. Donc, le virus demeure donc de l'ordre du concept. Maintenant, est-ce une hypothèse utile? Ça, c'est une question de jugement. Peut-être que les unicornes ou les fantômes aussi seraient des hypothèses utiles pour expliquer certains phénomènes. Mais voilà, il faut qu'une conclusion scientifique soit fondée sur l'observation reproduite à volonté, et ce n'est certes pas le cas. Et donc, on peut développer le concept d'un antivirus tel un vaccin, mais on ne peut en aucun cas fabriquer matériellement un vaccin contre quelque chose dont l'existence matérielle n'est pas prouvée. Et on ne peut bien sûr pas élaborer des politiques sur des hypothèses qui demeurent invérifiées à ce jour. Et le débat sur la pertinence de telle ou telle hypothèse doit rester interne au monde scientifique, et c'est ainsi que nous évoluons dans notre compréhension du monde. Alors, malheureusement, ce serait dans un monde idéal, mais aujourd'hui, ce débat est quasiment inexistant, n'est-ce pas, Urmi? Oui, malheureusement, c'est complètement inexistant. Donc, je dis ce qui devrait être, mais oui, pour le moment, c'est inexistant. Donc, on verra après comment on peut peut-être faire pour que ça revienne. Mais bon. Absolument. Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la science, jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, son but était de comprendre.
Et depuis, c'est devenu produire. C'est-à-dire, et donc, le but de la science a changé à cause des exigences de ce capitalisme financier. Et ce qu'on a vu au début du XXe siècle, c'est l'émergence du chercheur technologue. Tout d'abord en chimie, puis en physique, maintenant, bon, on le voit en biologie. Et cet asservissement de la recherche à l'idéal économique est notamment entretenu par une culture de prix scientifique. Elle a été initiée par un industriel de premier plan du complexe militaro-industriel naissant de l'époque, c'est-à-dire Alfred Nobel, précisément au moment où le contrôle de la recherche devenait indispensable. Et elle contribue à mettre en avant les individus et les sujets qui se consacrent à cet idéal économique. Et la forte subjectivité qui sous-tend les décisions est occultée, puisque le nouveau credo de la pseudoscience professe une objectivité dépourvue de valeur. Alors, juste, on pourrait dire en gros que les prix Nobel sont là pour valider des théories qui arrangent les complexes militaro-scientifiques, enfin en tout cas, toute une propagande qui a besoin que ces concepts soient validés aux yeux du monde, présentés comme, ce qui est toujours dit par les médias, le consensus scientifique. C'est ça? Ouais. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des œuvres exceptionnelles qui ont été reconnues à leur juste valeur. Rarement. Mais ça aide si elles contribuent au maintien des objectifs économiques. Voilà. Par exemple, Einstein n'a reçu le prix Nobel que pour ses travaux sur les effets photoélectriques et pas du tout sur la relativité ou la physique quantique. Je veux dire, des choses qui ont complètement changé notre perception du monde, notre perception de nous-mêmes. Et si on compare ça, par exemple, avec d'autres prix Nobel, Haber a eu son prix Nobel pour la synthèse de l'ammoniac et de la pseudoscience. On ne va pas entrer dans les détails, mais ça n'entre pas du tout dans la définition que j'ai donnée de la science. Et de même, Marie Curie, c'est de la production et à nouveau, c'est de la pseudoscience. Et lisez mon livre pour les arguments. Et elle a reçu le prix Nobel 2 fois, donc après, on peut pas se plaindre si les gens pensent que Marie Curie est plus important que Einstein. Donc, là, tu balances quand même, hein. Urmi, là, il va falloir qu'on reparle d'autres choses plus tard, parce que là, quand même, tu balances des sacrés trucs. Hein. Oui. Ben, on peut aller dans le détail de la chimie l'autre fois et le détail d'une certaine type de radioactivité. Je ne parle pas de la découverte initiale de la radioactivité, qui est formidable, de l'utilisation de la radioactivité en géologie, qui est également formidable, qui a fait avancer la géologie. Donc, je ne parle pas nécessairement de la recherche sur la radioactivité. Donc, mais d'une certaine type de recherche. Okay. Et qui dit production dit profit, d'où une corruption croissante. Et donc, de plus en plus, qu'est-ce qu'on a? C'est que la recherche est devenue une affaire de machines colossales, exigeant un financement colossal dans une poignée de sites colossaux. Donc, elle est basée sur des expériences ponctuelles qui ne sont pas reproductibles à volonté, ne serait-ce qu'en raison de l'infrastructure nécessaire. Cette dépendance excessive à l'égard de la technologie nous fait oublier que les processus créés artificiellement dans les laboratoires peuvent très bien ne pas correspondre à leurs équivalents réels. Par exemple, dans les années 1950, on a découvert dans des conditions créées en laboratoire que la matière organique pouvait émerger de ce que l'on pourrait décrire grossièrement comme une soupe de méthane. Et en raison de ce succès, on a oublié que cela n'implique pas que c'est ainsi que les choses se sont passées. Et en effet, la première étude expérimentale visant à reconstituer cette atmosphère primitive sur la base de preuves empiriques réelles, réalisée en 2011, indique qu'au contraire, l'atmosphère initiale
ne pouvait pas être aussi pauvre en oxygène qu'on le pensait. Donc, il faut vraiment, vraiment voir que ce qu'on fait en labo, et on peut créer beaucoup de choses en labo, ça ne veut pas dire que c'est ainsi que ça s'est passé dans la réalité. Et donc, et qu'est-ce qu'il y a eu en fait, il y a peu à peu eu une inversion de la relation entre les mathématiques et la science. C'est-à-dire la prise de contrôle progressive de la science par la pseudo-science se reflète dans ce renversement progressif des relations entre ces deux matières. Et parce qu'avec l'importance croissante de la production industrielle, les mathématiques ont acquis une plus grande primauté au sein de la science. Parce que c'est par la mesure, ce qui est mesurable, que la science peut être convertie en technologie. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a donné naissance à l'informatique à cause des exigences de la technologie. Et qu'est-ce que l'informatique? On a amalgamé la physique, les mathématiques et la technologie en un seul domaine. Et cette synthèse s'est certes avérée très constructive, mais comme elle a été réalisée dans une perspective de profit, elle a également contribué à avancer et ce profit, à l'augmenter. Et dans ce processus, les mathématiques ont discrètement pris la place du conducteur. C'est plus un outil de la science, mais petit à petit, elle a pris une importance au-delà de la science. Et le problème, c'est que les applications mathématiques dépendent de notre objectif et ne sont pas limitées par la nécessité de se conformer à la réalité, contrairement à la science. Ainsi, le fait de céder le leadership aux mathématiques a largement contribué à l'émergence de la pseudoscience. Et ce renversement est aussi la consécration de la perspective matérialiste, puisque les mathématiques ne peuvent pas prendre en compte le facteur de la vie. Et donc, après l'informatique, on a eu la création de la bioingénierie, qui est un des secteurs dont la croissance est des plus rapides. Et on est venu à considérer la vie comme un immense ordinateur dont les programmes sous-jacents peuvent être transformés à volonté. Ainsi, la vision mécanique de la nature a été adaptée à la nouvelle phase technologique dans laquelle nous sommes entrés. L'intelligence y est réduite à une quantité mesurable et la connaissance à des flux d'informations. Et donc, ça donne maintenant l'intelligence artificielle et on parle déjà de transhumanisme. Donc, à nouveau, il faut vraiment insister sur le fait que les modèles mathématiques n'ont aucune nécessité de se conformer à la réalité. La science, au contraire, doit se conformer à notre compréhension de cette réalité et elle nous dit, prudence, vous en arrivez à ne plus être compatible avec les principes de la vie réelle. Votre survie est en jeu. Donc, parlons un peu du rôle de la science ou quelle science on doit avoir à l'avenir. Et donc, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est celle de la déformation de la science en une pseudo-science responsable des périls causés par l'homme. En revanche, malgré toutes ces faiblesses, une approche fondée sur l'observation et la raison est certainement la mieux adaptée à l'étude de la réalité perceptible. Rejeter la science, c'est renoncer à la formidable possibilité de percer certains des mystères de la nature, même si ce n'est que superficiellement, même si nous finissons toujours par trouver que nos conclusions précédentes n'étaient pas tout à fait correctes. Rejeter la science, c'est rejeter notre principal outil de survie. Je trouve ça passionnant que tu nous dises que la science, finalement, c'est un outil de survie. Ben oui, parce que c'est l'autre manière la plus objective d'essayer de comprendre la réalité physique dans laquelle on vit. Donc, c'est d'une manière où on puisse la communiquer, donc que quelqu'un d'autre puisse la vérifier. Et donc,
donc, il est essentiel d'essayer de distinguer la science de sa déformation. Et ça implique de développer une certaine appréciation non seulement de la technique de la science, mais aussi de la nature de la science. Et il faut savoir que la science n'est pas une affaire d'experts. D'ailleurs, Feynman, le grand physicien du XXe siècle, l'un des grands physiciens du XXe siècle, a défini la science comme la croyance en l'ignorance des experts. Et donc, l'amateur doit réclamer son droit non seulement de comprendre, mais aussi de juger selon ses propres lumières. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, il y avait beaucoup d'amateurs dans la science. C'est beaucoup plus récemment que la science s'est professionnalisée. Et en fait, tout le monde est capable de comprendre les idées qui se cachent derrière la technique de la science. Et la meilleure manière de le faire, c'est de lire les œuvres des esprits scientifiques pionniers, car qui mieux qu'eux pour expliquer le pourquoi et le comment des idées qu'ils ont contribué à élaborer. Cependant, la seule véritable façon de dissiper la confusion entre science et pseudoscience est de veiller à ce que l'éducation dispensée aux générations futures nourrisse l'intuition scientifique qui nous est innée. Donc, il faut qu'ils assimilent donc l'esprit de la science, que c'est rien d'autre que de penser par soi-même en se basant non pas sur des dogmes, mais sur une évaluation correcte de la gamme d'informations disponibles. Et il faut pour cela non pas seulement leur apprendre la technique, mais mettre cette technique dans le contexte d'une discussion sur la nature de la science. Et il existe plusieurs façons d'y parvenir et toutes ne conviennent pas à chaque élève. C'est pourquoi le pluralisme est indispensable dans le type d'enseignement proposé tant à l'école qu'à l'université. Donc, on a besoin de différents types d'écoles, différents types d'universités. Et donc, et une autre chose, donc comment réduire la portée des recherches nuisibles plus rapidement, je veux dire avant qu'on ait pu former les générations futures, c'est donc jusqu'à présent, le débat s'est concentré sur les questions d'éthique et d'évaluation des risques. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Les problèmes n'ont pas été résolus. Au contraire, ils continuent de s'aggraver. Et bien sûr, l'éthique influence la science. Mais la question qu'on doit se poser, et là je sais que bon, ça peut, beaucoup ne vont pas apprécier, c'est que est-ce que fonder la science sur des valeurs propices à un avenir plus serein est vraiment la meilleure voie? Parce que là, alors, il faudrait qu'on décide de quelles sont ces valeurs et on peut avoir mille et une différences d'opinion. Et en plus, il faut savoir qu'est-ce que ça fera sur la recherche. Ça mettra un cadre éthique, limitera notre esprit humain dans un certain cadre et il y aura moins de dynamisme créatif et c'est essentiel aux civilisations. Et donc, parce que la créativité, elle est imprévisible. Et la créativité, on doit lui donner libre cours. Donc, comment faire? Il y a une solution, c'est que le débat doit être déplacé sur un plan moins controversé. Donc, on sait que les périls créés par l'homme sont le résultat d'une recherche clairement non scientifique. Donc, le débat devrait porter sur la nature scientifique d'une recherche donnée. Il est vrai que l'on ne peut s'attendre à ce que la science soit définie de manière précise ou à ce qu'une définition fasse l'objet d'un consensus suffisant. Cependant, il est possible d'identifier clairement ce qui n'est pas scientifique. Donc, ce sont des recherches contredites par des études fondées sur des bases empiriques solides. Ce sont des recherches fondées sur des observations non reproductibles à volonté ou connues pour être superflues, c'est-à-dire que les conclusions découlent d'un raisonnement non corrélé aux données fournies. Avant de
et donc, avant de réaliser toute expérience, il devrait être obligatoire de donner des raisons scientifiques solides quant à leur pertinence et à leur reproductibilité. Cela permettrait notamment de réduire considérablement les expériences controversées comme celui récent du CERN et voire d'y mettre fin. Et ou par exemple, l'expérimentation animale. C'est pas pour. On a parlé beaucoup d'éthique, mais en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas. On peut très rarement transférer ce que l'on sait d'une espèce à une autre espèce. Donc, c'est pas parce qu'un médicament marche sur, je ne sais pas, des singes ou des souris que ça marche sur nous ou qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur nous. Donc, c'est faux de justifier, de dire que l'expérimentation animale est nécessaire. C'est en fait l'un des grands business du moment. Et donc, ça veut dire que l'expérimentation animale, c'est... Alors, comment dire ça clairement? Ce n'est pas de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on peut la diminuer beaucoup, vraiment peut-être s'en passer, parce que maintenant, contrairement à avant, on peut aussi créer des organes, je sais pas, artificiels pour expérimenter. Donc, on peut vraiment s'en passer et on peut pas transférer vraiment d'une espèce à une autre. Donc, il n'y a pas de cause à effet. Donc c'est gratuit, je veux dire, c'est les expériences cliniques qui comptent. Mais là, bon, il y a l'éthique qui revient, donc ça c'est un autre débat. Donc parallèlement, la transparence de toutes les recherches devrait être légalement imposée, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et surtout, la raison d'être de la pseudoscience, c'est la recherche du profit. Donc, il faut que le lien entre argent et recherche soit rompu. Et il y a deux aspects à cette question. Il faut empêcher toute personne ayant des intérêts particuliers d'exercer une influence fâcheuse sur la recherche. Et pour cela, le financement devrait être anonyme. Le réinvestissement dans l'éducation et la recherche d'un certain pourcentage des bénéfices annuels des entreprises privées devrait être obligatoire. Et l'anonymat empêcherait le donateur de choisir le bénéficiaire. Et deuxièmement, l'objectif de la science a été transformé en un moyen pour faire du profit. C'est-à-dire que l'activité scientifique elle-même a été transformée en une activité génératrice de richesse grâce à l'élaboration de la notion de propriété intellectuelle et de brevet. Par conséquent, la valeur d'un travail scientifique dépend désormais de la quantité d'argent qu'il génère. Or, ce n'est pas que la science soit au-dessus ou au-dessous de l'argent, elle n'a simplement aucun rapport avec l'argent. Ainsi, le choix d'un critère inapproprié pour la science a contribué à sa déformation. Et donc, la suppression des lois sur les brevets et la manière d'y parvenir devrait être, à mon avis, un sujet de discussion dans les mois ou les années à venir. Et bien sûr, il y a le problème de la surspécialisation, et parce que un même sujet, un même problème a différents aspects qui viennent de différents domaines. Et donc, pour remédier à ce problème, on pourrait transformer les universités en petites communautés savantes sans aucune barrière de domaine et de rendre les études universitaires moins spécialisées. Et ça augmenterait certainement le nombre d'années d'études, mais la rapidité de la formation actuelle résulte de l'état d'esprit des siècles derniers. Et cet état d'esprit a perdu de sa pertinence avec une durée de vie plus grande et des technologies qui nous libèrent de diverses corvées en les mécanisant. Maintenant, parlons de la science elle-même. Quelle science pour l'avenir? Parce que l'objectif est donc de réduire ses faiblesses. Et prenons simplement les images du dessinateur Moritz Escher. Et ça montre à quel point on est peu capable d'appréhender la complexité de la réalité. Même dans le cas de deux motifs entrelacés, le cerveau humain ne peut en observer qu'un seul à la fois. En d'autres termes, toute lumière provenant d'une seule perspective n'éclaire que certains aspects.
Par ailleurs, ces aspects peuvent même paraître différents selon différentes perspectives. Donc, parce que chaque forme que prend la science est fondée sur des hypothèses. Par conséquent, chaque forme qu'elle prend peut passer à côté d'aspects critiques. Donc, il faut absolument rétablir la science dans toute sa diversité. Et donc, il faut une synthèse, peut-être qu'on peut commencer par une synthèse des différentes formes que la science a prises au cours de l'histoire, et ça pourrait peut-être aboutir sur des modes de pensée radicalement nouveaux, mais tout d'abord, il serait stupide de rejeter d'emblée le vaste réservoir de connaissances déjà développées dans les différentes cultures et de tâtonner dans l'obscurité. Et par exemple, la pertinence des approches anciennes dans le contexte moderne est soulignée par divers exemples, entre autres celui du mathématicien Srinivas Ramanujan. Les résultats qu'il a obtenus en suivant une ligne conceptuelle qui remonte aux âges védiques se sont avérés essentiels dans la physique moderne la plus sophistiquée. Et ça ne veut pas dire que les méthodes éprouvées doivent être abandonnées, mais elles doivent être complétées par d'autres en tenant compte des nombreuses évolutions de notre perception de la réalité induites par la science elle-même. Bref, en un mot, ce n'est pas par une science unique qu'on ira quelque part. Il nous faut un retour à un véritable pluralisme pour essayer de compenser les lacunes de la compréhension humaine. Par ailleurs, pour les applications scientifiques, il faut se donner le temps. Et il faut, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est aux victimes de montrer que c'est dû à une certaine technologie. Donc, il faudrait faire ce que Ralph et Mildred Buchsbaum avaient déjà proposé dans les années 70, c'est que la charge de la preuve de l'absence de préjudice marqué pour l'homme devrait être légalement placée sur la personne qui veut introduire un changement. Et maintenant, parce qu'il n'est pas réaliste de compter sur la science pour identifier la cause exacte d'un dommage une fois qu'elle a déjà eu lieu. En effet, la science est dans l'ensemble incapable de démêler l'écheveau de plus en plus complexe des causes et de désigner un coupable. Ou lorsqu'elle y parvient, c'est un processus de longue haleine. Et entre-temps, des dommages sont créés parfois irréversibles. Et trop souvent, il subsiste un doute raisonnable. Et ça met les populations à la merci de jugements juridiques qui reposent sur des détails techniques et sur l'opinion de ceux qui les rendent. Et donc c'est ce que je crois qu'il faudrait faire. Et en conclusion, donc revenons à la question initiale. Qu'est-ce que la science si elle est constamment dans un flux constant de changement? Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment que c'est la tentative désordonnée mais héroïque de l'esprit humain de comprendre le fonctionnement de l'univers en s'obstinant face à des obstacles insurmontables, face à une compréhension insaisissable, malgré d'innombrables échecs et erreurs. Ces erreurs, à leur tour, donnent lieu à de nouvelles questions auxquelles il faut répondre. Donc, la connaissance scientifique est ce qui se rapproche le plus des certitudes, mais elle est incapable d'offrir des certitudes parce que les certitudes sont incompatibles avec notre condition humaine. Et malgré l'emprise de la pseudo-science, cette vraie science a continué de faire son chemin. Et au cours des 2 derniers siècles, elle a complètement ébranlé notre croyance. Donc avant, qu'est-ce qu'on croyait? C'est qu'il y avait une réalité manifeste composée de substances matérielles qui interagissaient selon des règles mécaniquement rigides. Or, d'une réalité de substances isolées, la science est venue à considérer chaque chose comme faisant partie d'un tout. En plus, ce tout, maintenant, d'après la science, ne peut être réduite à la somme de ses parties. Et inversement, aucune partie ne peut être expliquée indépendamment de ce tout.
Et pourtant, chaque partie individuelle a sa propre importance et reflète le tout de manière différente. Et donc, en fait, la science est devenue maintenant ouverte à toute la complexité de la réalité dans laquelle nous vivons. Et il ne tient qu'à nous de rétablir la science à sa juste place, dans un environnement favorable, où les scientifiques seront enfin libres de se concentrer sur des sujets constructifs de leur choix. Aujourd'hui, trop souvent, ils doivent gaspiller leur talent et leurs efforts à contrer les mensonges élaborés et propagés au nom de la science. Et dans ce contexte, les activités industrielles ne seront pas nécessairement nuisibles, mais bénéfiques à l'humanité. Donc. Bravo. Bravo. Non, c'est incroyable ce que tu dis, ça va vraiment très très loin. Enfin, c'est à la fois philosophique et très pratique. C'est super intéressant. Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires extrêmement positifs sur ce que tu viens de dire, Ourmi. Merci beaucoup pour ça. Donc, tu proposes, toi, plusieurs pistes pour que on retourne à un vrai enseignement scientifique, une vraie recherche scientifique. Donc, selon toi, le moment où la science s'est transformée progressivement en pseudoscience, c'est vers la fin du 19e siècle, c'est ça? Oui, progressivement. Ça commence avec la chimie, donc avec la synthèse de molécules. Parce que la manière d'aborder comment on appelle ça, les relations, etc., sont très simplistes. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs chimistes du moment le dit. J'ai oublié son nom, mais c'est un chimiste américain qui apparemment fait partie des 1% de chimistes qui comprennent encore vraiment la chimie, au lieu de fabriquer des molécules sans rien comprendre. Et également, notre manière de fabriquer des molécules ne reproduit pas la géométrie de ces molécules, la géométrie naturelle. Et donc, il aurait dû y avoir. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose avec les ondes électromagnétiques que nous avons créées avec les antennes. Ça ne reproduit pas les caractéristiques des ondes électromagnétiques naturelles. Donc, à chaque fois qu'il y a une différence entre notre création artificielle et le naturel, il devrait y avoir immédiatement une recherche pour voir est-ce que cette différence n'est pas la cause de possibles problèmes pour la santé humaine. D'accord. Ok, on aura peut-être d'ailleurs l'occasion de parler prochainement donc, de la technologie 5G, n'est-ce pas? Oui, on pourra parler de ça, oui. Et pour en revenir avec la radioactivité, il faut savoir que une fois que le radium et la radioactivité, une partie du moins de cette recherche, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont fait de très beaux travaux sur la radioactivité, et bien sûr, initialement, les travaux de Pierre et Marie Curie étaient fantastiques. D'ailleurs, leur maison se trouve dans la rue d'à côté de chez moi, donc là où ils étaient à l'époque. Et donc, le fait est que peu à peu, c'est devenu une raison simplement de produire, et il faut savoir que l'industrie du radium, donc Marie Curie a travaillé en étroite collaboration avec les Rothschild. C'est l'industrie du radium qui est devenue l'industrie nucléaire après. Ok. C'est comme ça que des découvertes qui partent d'un vrai raisonnement, d'une vraie approche scientifique, après sont détournées pour le profit, pour une industrie qui va s'enrichir, etc. Ok. Ok. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup aussi dans le domaine médical, avec des dogmes qui ont été imposés et qui bénéficient à une industrie, beaucoup moins à la santé. À la santé. Okay. Exactement. Alors, je vais te poser cette question que vient de poser Jem. Qui croire si la science est devenue du charlatanisme? La question en elle-même est déjà intéressante, je trouve, la façon dont c'est posé. Donc, il faut, je veux dire, si on s'intéresse à une question en particulier, il faut aller voir les papiers scientifiques, lire certains livres et se faire son idée soi-même. Et c'est possible, comme je le dis, pour tout le monde, parce que du moment que, éviter les parties vraiment techniques, mathématiques,
mais le reste est compréhensible par toute personne avec un minimum de bon sens et qui sait lire et écrire. Il n'y a pas besoin d'avoir été à l'université. Donc, donc, on ne peut pas s'en remettre à quelqu'un d'autre. Parce que même lorsque toi ou moi, on dit que la thèse virale n'a pas été encore vérifiée, on dit, mais il ne faut pas nous croire et on ne demande pas à être cru. Il faut aller voir les papiers qui prétendent que ça a été fait et utiliser son bon sens. Et vraiment, oui, tout le monde peut le faire. Après, moi, je trouve personnellement que beaucoup de publications scientifiques sont écrites avec un tel jargon ou une telle façon ampoulée de présenter les choses que c'est souvent un peu abscon et un peu difficile de rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que bon, c'est possible, ça demande quand même un certain effort. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire ligne par ligne. Il suffit de lire la description des expérimentations, donc de simplement comprendre les termes techniques utilisés pour décrire les expériences. Et en fait, vous verrez que en ce qui concerne le virus, c'est toujours la même expérience. Donc c'est pas trop difficile dans ce cas-là. Et vous avez lu vous comprenez les autres. Et les travaux de Stéphane Lanka qui montrent que en fait c'est la méthode utilisée qui fait que on croit avoir des virus et qui produit les effets qu'on associe à un virus. Donc le papier de Lanka, il est compréhensible par tout le monde, il n'est pas du tout technique. Ok, après j'ai aussi envie de dire en science c'est un peu compliqué de mettre le mot croire avec le mot science. Ouais. On ne devrait pas croire la science. Non. C'est pas parce qu'il faut toujours que ça soit justifié par des preuves empiriques. Donc il faut que c'est pas une croyance, c'est pas comme la religion et donc il faut que et ces preuves empiriques doivent être communicables pour être vérifiables. Donc n'importe qui veut devrait pouvoir vérifier les preuves données. Donc ce n'est pas comme une croyance, c'est pas dire qu'il y a Dieu ou autre chose, ou c'est une croyance. Ce qui d'ailleurs remet complètement en question l'idée du conseil qui a été planté comme scientifique, qui bloquait les informations, qui empêchait le débat. Hein, tu vois de quoi je parle? Par rapport à l'affaire qu'on vit depuis 2 ans et quelques. Oui, oui. Ah oui, oui. Il y a eu un conseil qui a été présenté comme scientifique, oui. qui était utilisé par le gouvernement pour mettre en place des mesures présentées comme sanitaires. Oui. Et d'ailleurs, on peut parler de l'épidémiologie puisque c'est proche des mathématiques et il y a beaucoup de problèmes en épidémiologie et d'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. Et il faut savoir, ça ne veut pas dire que c'est pas, il n'y a pas de solidité là-dedans, mais ce sont des outils purement scientifiques pour être utilisés entre nous pour essayer de comprendre et progresser dans notre. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire progresser, mais essayer de progresser dans notre compréhension pour qu'au moins on puisse savoir ce qu'il y avait de faux dans ce qu'on comprenait hier et que pour qu'on puisse laisser ça derrière nous. Et en fait. Je dirais pour la science, c'est vraiment c'est ça, c'est ce qui est fondamentalement humain, c'est que c'est de pouvoir dire que, comme Socrate, que je sais que je ne sais rien. Mais ce qui est très humain, c'est constamment d'espérer. Donc, à chaque fois, on espère. Quand on commence à faire une nouvelle étude, on espère. Ça y est, j'y suis. Je vais y arriver à la vérité. Puis après, on s'aperçoit que, à une vérité, disons, mais on s'aperçoit que, les résultats qu'on trouve, ils sont très approximatifs. Non, le truc parfait, on l'a pas du tout. Il y a une période même de dépression. Je crois que beaucoup de mathématiciens et scientifiques reconnaîtront cela et puis à chaque fois on se dit non, la prochaine fois je vais y arriver là, cette fois-ci je vais y arriver et c'est ça, c'est ce
la seule vérité humaine, c'est cet espoir de comprendre un jour, mais de dire que en fait, on n'y comprend rien et de pouvoir laisser les mensonges dire derrière nous. Okay. Bah, c'est ce que j'espère aussi, hein, c'est qu'avec cette émission Science en conscience, on puisse remettre cette conscience, on puisse remettre cette approche vraiment scientifique extrêmement utile pour l'humanité. Tu parlais même nécessaire à la survie de l'humanité carrément. Ah oui. Tandis que la pseudo-science dans laquelle on s'est engouffré depuis un peu plus d'un siècle là est en train, eh bien, de peut-être mener à notre perte, ou en tout cas à notre enfermement. Et il est temps que les choses bougent. Et il y a encore quelques rares personnes qui ont cette approche scientifique, qui le font. Mais aujourd'hui, il y a ce besoin pressant d'en finir avec cette pseudo-science et de vraiment ouvrir les yeux. Et c'est aussi pour ça, c'est ce que tu me disais quand on préparait l'émission, beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont dans, entre guillemets, la résistance ou avec encore plus de guillemets, le complotisme, peuvent parfois se dire, entre guillemets, non, encore une fois, je crois pas en la science, je crois plus en rien, alors que la science, c'est pas une histoire de croire, c'est ce processus, oui. Oui, c'est pas une question de croyance, comme on l'a dit. Ouais. Mais il faut faire un effort. Je veux dire, dans la vie, on peut pas avancer sans effort. Il faut faire l'effort de lire. Il faut pas te croire toi, Jérémy, ni moi, Ourmi, ni personne. Il faut pas croire Einstein non plus. Il faut croire personne. Il faut aller voir par soi-même. Et en fait, la science, elle est non seulement essentielle, elle est très belle. Et vous lisez les papiers de Galilée, par exemple, mais c'est d'une beauté limpide, c'est comme de l'eau claire. Quand j'ai lu ça, c'est incroyable sa pensée. C'est comme de l'eau claire sur des d'un torrent, c'est d'un cristal, je sais pas. C'est très beau. La même chose avec donc Galilée, au moins, bon, les maths, c'est compréhensible, c'est basique, mais avec Einstein, d'accord, la partie mathématique, elle est difficile en général, mais vous lisez ce qu'il a fait en relativité ou ses premiers papiers en ce qui concerne la physique quantique, c'est beau, mais vous avez l'impression d'être devant un tableau de Van Gogh ou de la Mona Lisa. C'est la même chose. Il y a une beauté incroyable. Vous voyez la beauté de l'esprit humain, de ce que l'esprit humain peut faire. On est limité, mais en même temps, on est illimité également. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Il faut garder espoir à ce niveau-là, donc c'est bien présent. Et j'ai peut-être une dernière question de Duke Pham. Est-ce que la pseudoscience n'est pas la conséquence d'un problème de démocratie? Pas nécessairement, parce qu'elle a commencé avant qu'il y ait démocratie. Donc, la fin du 19e n'était pas démocratique. C'est vraiment, pour moi, c'est bien plus... la démocratie a aidé après, mais, parce qu'elle a aidé le capitalisme financier à se mettre en place. Ils n'auraient pas pu avoir le capitalisme financier totalement en place, je crois, avec un régime monarchique. Ça ne veut pas dire que je suis monarchiste. Hein. Ça une analyse en jugement. C'est-à-dire qu'un roi ou un lord féodal est très attaché à la terre. Donc, elle est très attachée à certaines choses très locales. Donc, alors que le profit constant va nécessairement vers le mondialisme. Okay. Et vers la destruction, ce que la monarchie, c'est pas la même chose. Il y a de la destruction, mais c'est pas systématique comme ça. Donc, et donc dans ce sens-là, oui, la démocratie a fait que le capitalisme financier a pu vraiment se mettre en place. Mais c'est vraiment le capitalisme financier, pour moi, qui a fait que la science est devenue dévoyée. Peut-être que alors peut-être pour reformuler, peut-être que ce capitalisme financier qui a permis ce dévoiement de la science a été la conséquence de l'avènement de la
pseudo-démocratie aussi. Ça s'appelle démocratie, mais ça n'est pas la démocratie. Hein. Elle s'est plus mise en place, mais elle a été commencée dès la fin 19e. Et donc, je crois que les élites, peut-être, avaient déjà dans leur esprit de détruire les monarchies pour amener une pseudo-démocratie. Mais peut-être, hein, je ne suis pas historienne. Mais voilà, donc ça a commencé déjà au 19e siècle. Ok. Bon, quelqu'un dit qu'il faudrait faire un débat avec Étienne Klein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu connais. Étienne Klein, ça me dit quelque chose. Ok, bon, c'est pas grave. C'est un chercheur au CEA, mais je pense pas trop. J'ai entendu dire des énormités sur ce qu'on vit actuellement, donc bon, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un scientifique, hein, malheureusement. Il fait partie de cette clique-là, qui est extrêmement majoritaire. Hein. C'est pas que lui, hein, c'est un système. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, bon, on se fait un peu attaquer par des trolls là. Hein. Voilà, ça arrive. Donc je nettoie de temps en temps. Merci beaucoup. Tiens, petit clin d'œil. Quelqu'un écrit Professeur Montagnier, un vrai scientifique. On fera une émission sur. On fera une émission sur le professeur Montagnier, mais d'abord, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Et bien sûr, en ce qui concerne le VIH, on sait qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de virus identifié, donc oui, ça c'est une. Mais on fera, oui. Ok, on garde ça pour plus tard alors. Okay. On garde ça pour plus tard. Ça marche. Merci beaucoup, Romy. C'était vraiment passionnant. Il y a énormément d'informations. Ça serait même intéressant, je pense, peut-être de faire une retranscription et que les gens puissent avoir accès au texte de ce que tu as pu expliquer ce soir. C'est hyper intéressant. Il y a plein de pistes de réflexion. Et donc merci à toi pour ce soir. Moi, je vous retrouverai, alors exceptionnellement, normalement c'est tous les 15 jours sans conscience, mais exceptionnellement, je vous retrouverai la semaine prochaine, mardi prochain, donc on sera le 16 août, avec Denis Rancourt et Marine Baudin. On parlera de l'article qu'on vient de sortir, parce que je suis le co-auteur de cet article avec Denis Rancourt et Marine Baudin, une analyse de la mortalité aux États-Unis. Et on s'aperçoit qu'il y a une très forte augmentation de la mortalité historique depuis donc l'annonce du 11 mars 2020 de la pandémie, avec plein de guillemets, par l'OMS. Et donc, on a écrit cet article en anglais. On fera l'émission en français, donc Science en conscience en français à 21h mardi prochain. Et on la fera également en anglais. Oui, ce sera en anglais. Donc quelques heures avant, donc à 17h. Donc d'abord en anglais à 17h ou 18h plutôt, et ensuite en français à 21h. Ça sera en direct à chaque fois. S'il y a des personnes qui comprennent bien l'anglais, eh bien ce sera un grand plaisir de vous accueillir pour discuter en anglais avec vous, ou bien peut-être de transmettre ce lien aux anglophones que vous connaîtriez. Et sinon, la suite ce sera en français entre guillemets comme d'habitude. Voilà. Merci à toi, Ormi. Bonne soirée, merci beaucoup pour ton intervention. On aura d'autres occasions de discuter de plein d'autres choses de toute façon, que ce soit via l'émission Science en conscience pour Info Covid ou via ma chaîne, sans aucun souci. Et c'était un grand plaisir de t'avoir encore une fois pour nous présenter des concepts fondamentaux. Il est vraiment temps de remettre de l'ordre dans la pensée et sortir d'une vision peut-être un peu trop radicale. Non, je peux plus faire entre guillemets confiance en la science, tout est pourri. Non, il y a des belles choses et des choses même magnifiques. Simplement, il faut réussir à retirer tout ce bazar qui a été mis en place et qui nous fait croire que c'est de la science quand ce n'est que de la pseudo-science. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et j'étais ravie. Et puis, j'espère que c'était pas trop compliqué. C'est pour ça que je dis, on va mettre le texte aussi en ligne parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, tête reposée. Tu vas vraiment très très loin quand même dans ce que tu dis. Enfin, rends-toi compte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci Romy en tout cas, merci à tous d'avoir été présents et merci pour tous vos très sympathiques messages et très intéressants également dans le chat. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et puis Romy à très bientôt. À très bientôt, oui, merci, au revoir. Au revoir.